Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous dans ce débat hebdomadaire de la Bourse au quotidien. Désormais, donc chaque vendredi, nous allons retrouver Eric Lewin et Philippe Béchade pour débattre de l'actualité économique, financière et boursière de la semaine. Ils vous délivreront leurs coups de cœur, leurs coups de griffe et pourront discuter avec vous, vous donner leurs meilleurs conseils. Donc bonjour messieurs. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder trois principaux sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Tout d'abord, la conférence de presse de Donald Trump. Alors, quelle est votre position par rapport à Trump? On va éviter de parler de toute l'agitation qui entoure l'histoire d'espionnage russe de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que Trump a les capacités de relancer l'économie américaine telle qu'il le présente? Alors, je donne la parole d'abord à Eric. Écoutez, en fait, on est sur une croissance aux États-Unis de l'ordre de 2,5%. Toute la problématique de Trump, c'est de faire en sorte que cette croissance potentielle soit autour de 3,5%. Le programme est basé sur des dépenses d'infrastructure de 500 milliards de dollars plutôt, couplées avec des baisses d'impôts sur les entreprises et sur les ménages. Le problème, c'est qu'il y a un peu d'incohérence sur tout ça. Comment financer ce grand programme d'infrastructure alors que le déficit budgétaire américain est très important? Et surtout, le problème des droits de douane. Donald Trump veut mettre des droits de douane, que ce soit sur le Mexique et sur la Chine, notamment 45% sur la Chine. Le problème, c'est que c'est très inflationniste comme style de politique. Et en plus, je ne suis pas sûr que les Chinois l'acceptent. C'est-à-dire que les Chinois sont quand même les deuxièmes financiers du déficit budgétaire américain. Oui. Et je pense que s'il y a des droits de douane sur la Chine, ce que fera la Chine en termes de rétorsion, c'est qu'ils peuvent s'amuser à vendre des bons du Trésor. Donc je ne suis pas très à l'aise sur la politique économique de Donald Trump pour l'instant. Je pense que pour l'instant, on est complètement dans des espèces d'effets d'annonce. La conférence de presse a été cauchemardesque. C'était une nullité, comme rarement j'ai vu en politique étrangère. Il n'y avait strictement rien, si ce n'est d'invectiver ce pauvre journaliste de CNN. Moi, je pense qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet d'ici une dizaine de jours et on sort un petit peu sur les marchés. Juste avant que Philippe prenne la parole, sur les marchés financiers, le marché américain est déjà extrêmement pricé. Hein. On est sur un PER de 18, 19. Alors, FactSet dit 18, 19. On peut avoir au-dessus chez Bloomberg autour de 20, 21. C'est assez cher. Attention, parce que je ne suis pas sûr que le programme de Donald Trump soit faisable en l'état. Il est extrêmement inflationniste. Extrêmement inflationniste, ça veut dire derrière tout ça, hausse des taux d'intérêt. Attention aussi à la hausse du dollar oui. Qu'on a vu, parce que là aussi, même si les exportations américaines représentent simplement 13% du PIB, il y a beaucoup d'incertitudes. Attention aussi, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec les résultats des entreprises américaines. On attend plus 3% sur le quatrième trimestre, avec plus 14% sur les banques. Si jamais on avait des résultats un petit peu inférieurs à ce qui était attendu, on pourrait avoir une secousse du Dow Jones et des indices américains. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on perde une dizaine de pourcents sur les marchés américains, à cause de résultats et de guidance sans doute un petit peu défaitistes des chefs d'entreprise qui pourraient voir la hausse des taux longs et la hausse du dollar et se dire que finalement les perspectives sont un peu moins bonnes. Et attention aussi au programme de Donald Trump qui, à mon avis, aura bien du mal à être en l'état avec un congrès républicain qui ne laissera rien passer à Donald Trump. Bref, on est vraiment dans l'expectative. On jouait le verre à moitié plein avant. Je pense que maintenant on va jouer le verre à moitié vide. Oui, Philippe, parce qu'en fait, les marchés, depuis l'élection, ont été super bullish, comme s'ils croyaient vraiment que Trump allait pouvoir redresser l'économie américaine. Alors, est-ce que maintenant qu'on s'approche un petit peu de l'échéance et que dans une dizaine de jours, Trump va investir réellement la Maison-Blanche, les marchés commencent à stagner? Est-ce qu'il y a un revirement de situation, de perception, en tout cas, de ce que Trump va pouvoir faire pour l'économie américaine? Quel est votre avis par rapport à ça? L'avis, je n'en ai pas qui soit irréversible, et je suis plutôt dans le questionnement. On a attribué les pratiquement 10% de hausse des indices US, on a même allé jusqu'à plus 18% pour l'indice Russell 2000 des small et mid cap. On l'a attribué à l'effet Trump, mais si Hillary l'avait emporté, les marchés auraient peut-être également célébré le changement dans la continuité ou réciproquement. Est-ce que finalement ce Trump rallye, est-ce que ce n'est pas un rallye qui était finalement programmé et qui aurait eu lieu de toute façon? C'est-à-dire que quand on a commencé à voir les cours grimper, on a écrit l'histoire qui expliquait l'évolution des cours. Mais posons-nous la question inverse, est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans les tuyaux un rallye de fin d'année et qu'aujourd'hui on habille d'un discours rationalisant, alors que, comme Eric l'a très bien souligné, le programme de Donald Trump, il y a des gros problèmes d'exécution. Et puis en plus de ça, le personnage, bon, dans sa campagne,
il se comportait comme un catcheur avant de rentrer sur le ring, qui invective ses adversaires, qui dit qu'il va tout péter, et que son adversaire terminera en tire-bouchon ou plié en quatre. Et on sait très très bien que le combat est totalement scénarisé, qu'à la fin il y aura un grand coup de chaise derrière la tête, et que celui qui a été désigné pour perdre fera un double salto par-dessus les cordes. Bon, le problème c'est qu'il arrive maintenant à sa première conférence de presse et c'est toujours le catcheur qui continue de jouer les gros bras et d'ouvrir sa grande bouche, de postillonner. Il n'est toujours pas rentré sur le ring. Le problème c'est que lorsqu'il arrivera sur le ring, je pense que là, contrairement au combat de catch, là il n'y aura rien qui sera scénarisé. On voit déjà qu'il est en train de s'emplâtrer les services secrets, donc on a dit qu'on n'allait pas argumenter sur les pseudos vraies ou fausses turpitudes. Ouais. La seule chose que M. Trump dont il aurait dû se souvenir, c'est le message qu'avait transmis George Bush à Barack Obama. Bon, fais ce que tu veux maintenant, économie, vas-y, tente, fais ce que tu veux. Et la seule chose, ne te prends pas le chou avec les services secrets, ne te les mets pas à dos. Et là, M. Trump, là, il se les a mis à dos. Et le problème, c'est que les services secrets constituent quand même un peu l'expression d'une forme de gouvernance d'inspiration très néoconservatrice et qui travaillent sur le long terme et qui sont d'ailleurs, ces gens-là sont en place depuis très très longtemps. Et si M. Trump se pense être le chamboule-tout ou le super catcheur qui va plier en quatre des gars qui sont sur le ring depuis 15 ans, je pense qu'il va avoir du mal. Donc il ne pourra pas s'opposer de toute façon aux institutions, aux agences qui sont en place. Exact. Alors, concrètement, il a quand même parlé de la construction d'un mur. Bon, on va dire que son idée de départ est quand même de faire un très large plan de relance par les infrastructures. Ça, concrètement, ça relancerait l'économie, non? Alors, le mur est très emblématique. Il explique qu'il va le construire. Donc là, on va dire qu'il honore pour une fois une promesse. Mais il dit déjà, comme on n'est pas sûr que les Mexicains vont le financer tout de suite, on va commencer, nous. Donc on va commencer à dépenser de l'argent. Et puis les Mexicains paieront. Paieront pas. Hein. Non, voilà, bon. Ils ont répondu qu'ils ne paieraient pas, d'ailleurs. Et puis, moi aussi, quelque chose qui m'a quand même fait réagir, c'est quand il annonce que 96 millions d'Américains devraient avoir un emploi. Alors, ça dépend comment on calcule les chiffres. D'autres disent qu'en rajoutant les 6,5 millions de chômeurs officiels, on arrive à 102 millions de... Mais si les États-Unis ont 96 ou 102, mais retournons l'hypothèse basse, 96 millions de gens qui n'ont pas d'emploi, mais ce pays va très, très mal. Mais à un point, enfin, ça veut dire mécaniquement 96 millions de gens qui n'ont pas d'emploi, qui pourraient en avoir un ou auquel M. Trump pense qu'il va pouvoir en fournir un. Ça veut dire que le taux de chômage américain, il est de pas loin de 20%, et non pas de 4,7%. Oui, voilà. Alors après, la construction qui se fait autour du plein emploi, qui est l'hypothèse retenue par la Fed, et ce qui fait qu'elle annonce qu'elle fera peut-être 3 tours de vis cette année, si la réalité c'est que le pays va aussi mal que ça, il n'y aura pas de resserrement monétaire. Enfin, on peut pas se le permettre, parce que d'abord, ça va augmenter d'autant la facture ou le service de la dette. Le service de la dette. Si on augmente les taux de 0,5, étant donné qu'on est à 100% de dette, ça veut dire qu'on augmente de 0,5 du PIB le service de la dette. Donc, à condition que les taux longs suivent. Parce que là, on raisonne sur les taux courts, mais la dette, c'est les taux longs. Le problème, c'est que les taux longs, eux, ils vont être conditionnés par la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans un pays qui est à 100% de dette et qui, avec un président qui a beaucoup promis, on se dit qu'on sera probablement à 110% de dette en fin d'année. Donc vous voyez qu'à un moment, le service de la dette, si on monte les taux, va être supérieur à la croissance additionnelle que l'on espère dans le meilleur des cas, au cas où le programme de M. Trump ne rencontrerait pas de problème d'exécution. Donc je rejoins totalement Eric sur le fait qu'on est devant un océan, un abîme d'incertitude. D'accord, donc ce qui rejoint donc ma deuxième question, remarque en tout cas. Comme vous le verrez, vous allez le voir sur le graphique là, donc on vous propose donc le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq Composite. Ils sont tous les trois à des sommets historiques. Messieurs, alors, étant donné que ce sont des indices américains, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment à un top historique et que maintenant la direction c'est la chute, ou est-ce que
le marché va encore nous tirer les indices à la hausse pour je ne sais quelle raison d'ailleurs qu'ils inventeront. Moi, je ne vois pas comment on peut échapper à une consolidation avec tout ce qu'on a dit. Parce que moi, ma grande crainte sur les États-Unis, c'est que la Fed augmente ses taux assez rapidement, mais que l'économie américaine, étant donné que le dollar a fortement monté, ne soit pas sur une croissance de 3,5%, mais plutôt sur une croissance d'1,5%. Oui. Donc on aurait la pire situation en économie, c'est-à-dire qu'une économie qui tend vers la récession avec des hausses de taux. Et j'ai très peur de ce scénario sur l'exercice 2017, parce que par exemple, contrairement à 1980, où Ronald Reagan était arrivé au pouvoir, on n'était pas du tout dans la même configuration. On était dans une configuration de faible croissance, de forte inflation, de fort chômage. Là, on est quand même si on peut contester les chiffres, sur un chômage de 4,7%, faire passer une économie de 2,5 à 3,5%, c'est pas si aisé que ça. Les 500 milliards de dépenses d'investissement, c'est pas vous faites un chèque de 500 milliards et puis le mois d'après, il y a une croissance potentielle. Travail, oui. Ça peut mettre 18 mois quand même. Ça peut mettre 18 mois, ce sont les effets classiques de l'économie. Donc moi, j'ai peur que le risque vienne des États-Unis, avec un deuxième risque que je veux souligner, après je laisserai mon ami Philippe parler, c'est les émergents. C'est-à-dire que plus les taux montent aux États-Unis, plus vous avez de l'argent qui se déplace des émergents vers les États-Unis. Oui. Or, vous avez des pays comme la Turquie, comme l'Afrique du Sud, qui ont besoin de financement extérieur pour financer tout leur déficit courant. Et donc, ce qu'on peut arriver à observer, c'est l'argent qui va sur les États-Unis, qui va aller sur le dollar, et en même temps une grosse crise sur les émergents, que ce soit sur la Chine, où c'est toujours possible, parce que quand on regarde la dette des entreprises non financières, je crois que c'est 170% du PIB, et sur tous les autres pays qui sont très dépendants du dollar. Donc attention, attention, je pense que la crise ne viendra pas de l'Europe, mais elle viendra, si elle arrive, des États-Unis. Alors maintenant, est-ce qu'on a atteint les plus historiques ? On peut toujours aller plus haut. Je pense que là, on a vraiment besoin de souffler, parce que j'ai le sentiment qu'on est quand même monté dans le vide, et que moi qui suis quand même un éternel optimiste devant l'éternel, je pense qu'on a quand même besoin de consolider. Bon, alors Philippe, on ne touchera pas les 20 000 points sur le Dow Jones. On a fait 19 999,63. Pas 20 000. Admirons la précision et la capacité de contrôle algorithmique du marché. On a même vu le mardi 10 janvier, le S&P clôturé, non pas au centième, ni au millième près, exactement au même niveau que la veille. Ça a été une variation de 0,000 jusqu'à 4 après la virgule. Extraordinaire. Alors quand j'entends Eric parler de marché, un marché où un acteur fait la pluie, le beau temps au quotidien, hebdomadairement et peut-être même mensuellement, parce que je le répète, je suis convaincu que le Trump Rally aurait eu lieu de toute façon. Je pense que c'était prévu comme ça. À partir du moment où le marché ne détermine pas la valeur, où le marché ne donne plus la mesure d'un risque, il n'y a plus de marché. Et on voit d'ailleurs qu'avec cette progression somnambulique des indices que l'on a aux États-Unis, on voit qu'il n'y a plus aucun retracement. Même sur des événements extrêmement disruptifs comme le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, on a eu cette fameuse image que tout le monde a repris naturellement. Pour absorber le Brexit, il a fallu 3 jours. Pour l'élection de Donald Trump, il a fallu 3 heures. Et pour l'éjection du Premier ministre italien Renzi, il a fallu 3 minutes. Oui. Bon, voilà. Donc, l'année 2017 se présente bien, puisqu'il n'y a a priori pas d'événements disruptifs. Sauf un, dont nous parlons depuis le début, évidemment, c'est l'accession au pouvoir de Donald Trump. Et là, je le répète, on est dans une incertitude totale. Et cette incertitude totale, elle est mesurée, ou on est censé la mesurer au travers d'un indicateur que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui s'appelle le VIX, indice du stress ou de l'incertitude ou de l'aversion au risque, et il est à 0,50 centième revenu sur son plancher historique absolu de la fin de l'année 2007. Donc ça veut dire qu'en fait, le VIX n'est que le reflet d'un marché qui ne reflète plus rien. Donc le VIX est une sorte de baromètre en plâtre. Peu importe la température extérieure, on a peint sur le VIX 11,5 de niveau de confiance. Donc, quel que soit l'environnement extérieur, la température, le thermomètre est en plâtre, on aura toujours 11,5. Et en ce qui concerne les indices américains, ils n'ont aucun autre choix que de continuer à monter, parce que si on arrête de pédaler, le vélo tombe. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun retracement, sauf des phases de consolidation à l'horizontale.
de plus en plus longues d'ailleurs. Tel qu'on est en ce moment d'ailleurs sur les indices. Voilà, on a une américains succession et de européens. mouvements browniens pendant une semaine, 15 jours, presque 2 mois d'ailleurs avant l'élection de Donald Trump. Et hop, on monte la marche d'escalier, tout simplement parce que petit à petit, on a réussi à redistribuer ou à digérer la précédente hausse, laquelle n'a été alimentée non pas ni par la croissance ni par la hausse des bénéfices, mais uniquement par le cash qui a été injecté par la BCE, par la Banque d'Angleterre et par la Banque centrale du Japon. Mais on voit que c'est de plus en plus long avant de reconstituer de quoi franchir la nouvelle marche. Mais il n'y a qu'un truc qui est absolument impossible et interdit, c'est d'entamer une consolidation, parce que là, je pense que le mouvement, on ne saura pas l'arrêter. Très bien, bah c'est rassurant tout ça. Donc j'imagine que on aura un petit peu plus d'indications avec les résultats d'entreprises qui vont commencer à être publiés dès cet après-midi. On attend un peu plus de 6% de hausse, ce qui est déjà plus que largement pricé 6% de par hausse le des bénéfices. bénéfice. Oui. Plus 3, hein. Ça dépend. FactSet dit 3. Enfin bon, on va pas Bon, chamailler selon sur les on va agences, pas chamailler là-dessus. Comme je suis l'analyste contrarien, je retiens toujours l'hypothèse qui met la plus contraire. Voilà. C'est-à-dire que la pire hypothèse pour moi. Donc Oui. la meilleure pour mon contradicteur. Donc, admettons qu'on ait 6% de hausse des bénéfices, c'est-à-dire l'hypothèse la plus favorable, c'est déjà très largement pricé avec des PER. Alors, ça dépend quand on les calcule de façon classique ou les PER forward, où on arrive au-delà de 25 sur le S&P, très au-delà de 30 sur le Nasdaq. Donc, on a déjà tout pricé, mais de toute façon, peu importe, il faut que ça continue de monter. Eric, On vous parle de attendez quoi quelque chose des Ah ben moi, résultats là oui, vous moi, j'ai aviez un dit- petit peu dit tout à l'heure que... Moi, je l'ai dit, on a pricé un peu trop d'optimisme avec des marchés qui sont assez chers, donc il ne faut pas se gourer, il ne faut pas se tromper. Si les résultats sont moins bons que prévu, j'en ai perdu mon micro. Si les résultats sont moins bons Que prévu. Il me semble que les marchés pourraient chuter. chuter. Bon, alors je vais passer du coup au petit coup de griffe de la semaine de Philippe Béchat pendant que vous remettez votre C'est bon, micro, oui, ça y est c'est Bon. bon. Coup de griffe de la semaine, quelque chose qui vous a énervé, agacé ou au contraire fait rire peut-être sur les marchés. Et puis après on passera à vos coups de cœur, Eric. On a 2 Ou minutes, vos on a coups 2 minutes par coup de gueule, c'est ça? Oui, bah, vous faites comme vous voulez, mais on va essayer de faire rapide. Pas de coup de griffe à proprement parler, je dirais plutôt effectivement un éclat de rire devant la narration de ce marché qu'on prétend haussier, tout simplement parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il lui est interdit de consolider. On est dans la narration pure. Et puis quand on regarde dans les détails, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple un Veolia qui en est maintenant à 14-15 séances de baisse consécutive. Toutes les utilities sont en train d'ailleurs de se faire laminer proprement. Par crainte d'une remontée des taux, donc Et problème oui, de parce que ce refinancement. sont des entreprises qui sont structurellement, comme on dit, à forte intensité capitalistique. Je suis désolé pour Le gros mot. ce gros mot, ce jargonneux, mais voilà, ça veut dire qu'en fait, elles ont besoin d'emprunter beaucoup pour pouvoir développer un business qui s'amortit sur le long terme. Bon, si à long terme, les taux augmentent, pour les utilities, c'est pas bon. Mais ce qui est terrible, c'est que même quand les taux baissaient, pour les utilities, ça n'a pas non plus bien fonctionné. On s'en parlait un petit peu avant le débat. Il est vrai que les résultats de Veolia intrinsèquement ne sont pas très encourageants. Mais on voit derrière que Engie décroche avec, pas seulement parce que l'État se désengage, mais parce que le mouvement est amorcé. Et on voit beaucoup de décrochage depuis déjà, on va dire, presque la fin de la première semaine de 2017, qui se matérialise sous forme de gap. C'est-à-dire qu'on a plein de valeurs d'un seul coup. C'est comme si on avait tiré la trappe, plouf, elle tombe. Heureusement, nous avons en face LVMH, Kering, Renault, Valeo, Peugeot, qui, elles, par leur surperformance, Oui. qui n'est pas Ils sont toujours à la marginale, hausse. qui est franche et massive, ça compense le décrochage de plus en plus de valeurs sur lesquelles personne, évidemment, ne parle, enfin, dont personne ne dit un mot. Je le fais. Et puis, il y a un moment où, effectivement, quand on aura un accident qui arrivera sur une grosse parce que d'un seul coup elle ne délivrera pas les résultats qu'on anticipait, là d'un seul coup on se dira mais attendez, mais
le château était déjà en train de Il nous s'effriter aurait de menti. partout. Le château s'effrite déjà de partout. Et là, c'est tout ce qui restait, la petite colonne centrale qui, à son tour, risque de chuter. Je pense que ça décrit assez bien la situation dans laquelle on est. On est beaucoup trop complaisant et on est beaucoup trop dans la narration. Oui, donc justement, je sais qu'Éric voulait revenir sur le cas de Engie, justement, dont l'État se désengage. Se désengager, oui. Bon, alors moi, mon carton rouge, j'ai oublié mes cartons rouges, j'avais préparé des cartons rouges à la maison, je les ai oubliés parce que je suis parti très tôt. L'État, c'est n'importe quoi sur Engie, ils vendent 4% du capital, alors qu'Engie est quasiment à son plus bas niveau historique. Donc c'est un signal cauchemardesque pour les investisseurs et pour les marchés. Alors c'est vrai que le news flow de Engie est mauvais, 11% de baisse du chiffre d'affaires sur 9 mois. Mais enfin, c'est pas la meilleure des choses. Et puis franchement, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu les performances de l'Agence des participations de l'État, c'est-à-dire toutes les participations cotées par l'État, c'est à mourir de rire, puisque sur 2 ans, le CAC 40 fait 13%, alors que les participations de l'État, ça fait moins 25%. Oui. Donc c'est un cauchemar stratège. absolu. Si Philippe avait été gérant, ou si vous, Nathalie, vous avez été gérant dans une société de bourse avec de telles performances, mais bon, vous mettez un gros coup de pied au cul, et c'en était fini de votre stratégie dans la gestion. Donc c'est catastrophique. Agence de participation de l'État, c'est catastrophique. Alors on va nous expliquer qu'il faut financer l'augmentation de capital d'EDF, d'Areva, et que l'État n'avait aucune autre solution que de vendre Engie. C'est pas vrai, on aurait pu vendre du Thales, on aurait pu vendre du Renault, on aurait pu vendre du Safran. Bref, c'est encore une gestion cauchemardesque. On savait que l'État n'était pas doué, mais à ce point-là, c'est vraiment un cauchemar. Et puis mon deuxième un peu coup de gueule, c'est Parrot. Avec une stratégie assez médiocre dans les drones, ils avaient tout focalisé sur les drones grand public. Finalement, on s'est aperçu que sur le 4e trimestre, on attendait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu simplement 85 millions d'euros. Dans les drones grand public, il y a une forte baisse de l'ordre de 25%. Du coup, la société a dû faire un profit warning, disant qu'ils allaient être obligés de licencier du personnel. Ça va coûter 45 millions d'euros. Mais je crois que ça va avec aussi une stratégie de repositionnement un petit Oui, peu. enfin, la stratégie de repositionnement coûte beaucoup d'argent. Et puis sur les drones, j'ai un petit peu regardé, sur les drones professionnels, ils font simplement 11 millions d'euros. Oui, donc pas suffisant pour contrebalancer la perte. Ils ont de nombreux concurrents. Dans le drone professionnel, le drone lourd, c'est-à-dire au-delà de 40 kg. Et en plus de ça, le chinois, DJI dans le drone. DJI, ils l'ont pas Ouais. vu venir. Et DJI a été beaucoup plus rapide à inonder le marché que ce qui était envisagé. Peut-être que Parrot aurait pu, c'est vrai, passer les fêtes 2016 et puis se dire, bon, 2017, ça sera DJI. Non, les Chinois étaient déjà là. Et puis le seul point un petit peu positif, c'est qu'ils ont encore 200 millions de cash, parce qu'ils avaient fait une grosse augmentation de capital de 300 millions. Mais enfin, le cash, si vous perdez 100 millions tous les ans, au bout de 2 ans, il vous reste zéro. Hein. Oui, mais Parrot pèse combien en bourse maintenant? Ça doit peser 265 millions d'euros. Donc on 200 millions de Oui, cash. sauf que cette année, s'ils font 100 millions de pertes, c'est-à-dire que sur 2016, s'ils font 100 millions de pertes, vous n'avez plus que 100 millions de Il y a cash. déjà 45 millions de provisions. Voilà. Donc, en réalité, le cash, ça va très vite. Donc, en fait, l'État, c'est catastrophique. Parrot, ça me fait de la peine parce que je trouve qu'Henri Seydoux est un mec très bien, un mec très intelligent. Mais là, en termes de stratégie, ils vendent la division automotive. Ils étaient complètement positionnés sur les drones grand public. Moi, ce qui m'a alerté, c'est qu'une fois, j'ai pris le métro, que je prends rarement. J'ai quand même pris le métro et je voyais des grandes pubs avec des prix défiant toute concurrence sur les drones, Parrot. Je me disais qu'il y a un problème de stratégie. Malheureusement, ça s'est vérifié. Alors, que faut-il faire? Je pense pas qu'il faille vendre le titre pour l'instant. Il faut attendre. Ça peut revenir sur des niveaux de 10 euros, 10,50 €. Parce qu'en toute logique, quand même, on a été très loin à la baisse. Où la sanction a été dure, la 25%. Bah oui, parce qu'on attendait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a eu 85 millions. Et en plus, quand vous licenciez du personnel en France, ça coûte beaucoup d'argent, ils provisionnent 45 millions. Donc, Alors attention aussi aux omnubilations, aux débordements d'optimisme des analystes qui ont encensé l'action Technicolor tout au long de l'année 2015 et même 2016. Et là, on tombe sur un profit warning qui fait Encore décrocher une le fois, titre d'environ 20%. 20%, avec un EBIT qui sera probablement de 10% inférieur aux prévisions. Mais moi, je lis comme Eric les papiers qui sortent sur des Technicolor et d'autres. Et dès que vous avez un titre qui est en recovery, et que les analystes ne l'avaient pas vu venir, mais ils l'ont rarement vu venir, après, c'est la course à l'échalote. Ils se montent les uns sur les autres pour produire la perspective la plus favorable, la plus étourdissante. Et puis à un moment, on est allé tellement loin dans le délire, et j'en reviens à la narration, que d'un seul coup, quand on se tamponne avec la réalité, d'un seul coup, cette narration devient de l'illusion qui se dissipe avec les conséquences que l'on observe. un dernier mot, parce qu'on n'est plus tellement dans les temps. La grande problématique quand même, c'est quand vous êtes broker, moi je l'ai été, donc je connais très bien ce milieu, vous devez faire du courtage. Ouais. Donc si vous avez une action qui vaut 4 € et vous mettez un objectif de cours de 4,20, tout le monde vous rit à la gueule.
Quand l'action vaut 4 euros, il faut mettre ça vaut 10. Comme ça, les gens se disent, il y a un énorme upside, vous avez beaucoup de flux acheteurs derrière, vous avez beaucoup de volume, vous avez beaucoup de courtage, et donc le chiffre d'affaires de votre société de bourse augmente. Et donc, c'est pour ça que parfois, on voit sur des sociétés, je rejoins complètement Fifi là-dessus, c'est pour ça que je le rejoins, c'est que souvent, il y a des objectifs qui sont complètement démentiels. C'est-à-dire que vous avez une action qui vaut 4 euros, qui est à peine en recovery, et on vous donne un objectif de cours de 10 euros. Voilà. Et la narration, aujourd'hui, On va c'est... s'arrêter après. Hein. Aujourd'hui, c'est le Dow Jones à 20 000. Maintenant, 50 000 à l'horizon 2030, c'est quelque chose que l'on commence à admettre intellectuellement. Alors qu'il n'y a pas plus de 3 mois, on se disait avec tous les événements disruptifs qui peuvent arriver jusqu'à la fin de l'année, si le Dow Jones revoit les 18 000, 18 500, on sera déjà très content. À partir du moment où des gens rationnels, qui il y a 3 mois pouvaient vous justifier, vous écrire un mémo de 30 pages pour vous dire pourquoi on ne verrait jamais, ou en tout cas certainement pas avant la fin de l'année, le Dow Jones à 18 500 et qu'on est passé à 20 000 direct, quand on commence à admettre des scénarios comme ceux-là, c'est que là, le marché est rentré dans, on va dire, un climat psychologique de bulle, mais une bulle qu'on ne verra pas, parce que contrairement aux précédentes, au lieu qu'il y ait une foule d'acteurs complètement perchés, avides, et qui se ruent pour faire toutes les bêtises possibles et imaginables et décrites dans les manuels, cette fois-ci, il n'y a pas 1 million d'acheteurs ou 10 millions comme on l'a vu en Chine il y a 2 ans. On a un acheteur qui est la banque centrale et qui achète froidement, rationnellement. Il n'y a aucun enthousiasme. Vous n'avez pas le chauffeur de taxi qui vous dit mes actions X, Y, Z, elles ont fait 30%, elles vont faire 50% d'ici la fin de l'année. Nous sommes là arrivés au point où, même s'il n'y a pas de bulle dans l'exécution, psychologiquement, on est déjà dans la validation de scénarios impossibles. Bien, eh bien, merci messieurs pour ce premier débat de la bourse au quotidien. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième débat. Et en attendant, vous pouvez retrouver Eric Lewin et Philippe Béchat tous les jours sur le site de labourseauquotidien.fr. Merci beaucoup et bon week-end.